moyenne des temps de bon fonctionnement. Bien en anglais, c'est arrangé pour avoir à peu près les mêmes initiales, mean time before failure, mais c'est pas vraiment ici, ce n'est pas vraiment la traduction exacte, mais parce que si on retrouve euh, mean time, mean time before failure, mais on peut aussi dire mean time between failure, c'est-à-dire entre deux défaillances, parce que before failure, ça ressemble aussi à MTTF, c'est-à-dire ici, on va voir MTTF. Okay? Le MTTF, contrairement, bon, c'est une sorte, enfin, il y a une petite ressemblance avec le MTTF, c'est que le MTTF, c'est le mean time to failure, c'est-à-dire que c'est l'apparition, c'est la durée qu'il a fallu pour avoir la première apparition à partir de la première mise en service d'un bien. Par exemple, il y a une machine, bon, elle est pratiquement à l'état neuf, d'accord. Ensuite, on la met en service et ensuite, à un moment donné, elle tombe en panne. Donc, à partir de la mise en service à l'état neuf, donc pratiquement, on n'a jamais eu un historique avant le T égale 0, c'est-à-dire elle n'a jamais servi, jusqu'à cette période-là. Et cette période-là, en fait, c'est une moyenne de temps de bon fonctionnement. Mais comme c'est la première défaillance qui a été observée à partir de la mise en service, d'accord? Donc à ce moment-là, cette durée, effectivement, c'est la mean time to failure, c'est-à-dire jusqu'à la première apparition de la première défaillance. Mais ici, donc, on peut traduire plus exactement pour clôturer tout ça. Donc, c'est mean time between, donc c'est entre deux défaillances, on va dire. Donc, c'est between failure. Effectivement, c'est la moyenne des temps entre deux défaillances. J'ai un problème d'écran. D'accord. Donc, entre deux défaillances. C'est-à-dire que, bon, si on suppose que, voilà, donc si on prend un intervalle assez long, bon, à ce moment-là, vous allez diviser cet intervalle à chaque fois que nous avons voilà, donc à chaque fois que nous avons donc une défaillance, donc on va compter l'intervalle de temps entre deux défaillances et on peut définir donc le MTBF, donc entre deux défaillances. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir un intervalle de temps quelconque. Hein. Donc ici, par exemple, vous avez entre 0 et plusieurs mois. Donc là, vous avez une défaillance, en moyenne. Hein. Ça, c'est en moyenne, une défaillance. Et ça continue. Je ne sais pas combien, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, ça dépend dans quel cas nous sommes. Et donc là, vous avez une défaillance. Donc ça veut dire que si vous faites le graphique, bon, vous allez trouver donc des intervalles qui sont plus ou moins égaux. Et la moyenne de ces intervalles-là, c'est ce qui s'appelle donc le bien, il a bien fonctionné pendant cet intervalle. Donc on a constaté un temps de bon fonctionnement. Et comme il s'agit ici du moyen, donc là on va dire que là nous avons donc la moyenne des temps de bon fonctionnement. Pourquoi? Parce que dans cet intervalle-là, bon, on a constaté quand même des délais qui sont des durées de bon fonctionnement. Donc, il y a eu des temps de bon fonctionnement. Bien. Donc, ensuite, on a dit que si le taux de défaillance était, bon, c'est l'inverse, mais c'est la même chose, hein, si lambda est constant, c'est-à-dire que si le taux de défaillance qui a été défini précédemment était constant, celui-ci, c'est exactement l'inverse, dans ce cas précis, de la moyenne de la MTBF, bien du MTBF. C'est-à-dire qu'ici, sur la formule, nous avons lambda, qui est le temps de défaillance, est égal à 1 sur MTBF. Donc, dans l'exemple que nous avons donné, par exemple, ici, nous avons un exemple d'un compresseur, etc., pendant une certaine durée, avec le nombre de défaillances.
Donc, on pouvait calculer soit de toute façon, soit le taux de défaillance, soit comme ici directement, le temps de bon fonctionnement. Donc, le temps total où on a constaté le bon fonctionnement. Ici, il s'agit d'un seul objet, hein, c'est un seul compresseur. Donc, on va calculer le temps de bon fonctionnement de ce compresseur. Donc, sachant que vous avez toutes les durées, donc vous avez les durées de mise en service, les durées qui ont été comptées qui ont été donc réservées pour pouvoir effectuer la réparation. Donc, c'est l'état de panne avec le nombre de pannes qui a été donné, qui a été précisé. Donc, on va rechercher en fait le TBF par rapport au nombre de pannes. Donc, on obtiendra finalement, c'est vrai, on va obtenir ici une moyenne qui est égale à cette valeur. Si on suppose que nous sommes dans une exploitation de ce compresseur, c'est-à-dire de cet objet où il est situé dans la phase de maturité, donc à ce moment-là, on peut supposer que MTBF est pratiquement égal à donc, le taux de défaillance, il est constant, et donc ce taux de défaillance, c'est exactement l'inverse du MTBF. Donc là, nous avons calculé cette valeur-là pour défaillance par heure, mais on peut, si on veut, par exemple, interpréter ça pour avoir une vue plus globale, pour en juger, par exemple, si on veut juger ça sur 1000 heures, donc 1000 heures, donc là, on multiplie, on multiplie les deux termes ici par 10 puissance 3, et donc on aura, dans notre cas, ici, donc on aura 0, c'est-à-dire on va avoir 6,28 10.5, c'est-à-dire 0,628 défaillance pour constater pour 1000 heures. Ensuite, nous sommes passés, bon, ça, ce sont juste des indicateurs, mais on aimerait bien avoir l'évolution en fonction du temps de cet indicateur, et donc on passe à la notion de fiabilité. La fiabilité qu'on note R, parce qu'en anglais, c'est reliability, donc c'est la fonction de fiabilité. Cette fonction de fiabilité, donc, elle est issue à partir de la théorie qui va consister à faire deux hypothèses. Donc, l'hypothèse A, le matériel est en parfait état de bon fonctionnement jusqu'à l'instant T, et que B, le matériel est défaillant à l'instant T plus d'état T. Il y a une probabilité qu'au-delà de l'instant T, donc ça veut dire qu'à un temps T plus d'état T, il y a le matériel va présenter, donc il y a une très forte probabilité que le matériel va présenter une défaillance, va constater une défaillance. Ça veut dire que ici, donc la probabilité P de A supportée, donc le matériel donc est en bon état de bon fonctionnement jusqu'à l'instant T, et la deuxième équation ici que nous voyons ici, donc c'est la proposition P qui dit que il est possible que le même matériel soit défaillant à l'instant T plus d'état T. Et donc, on aimerait savoir qu'est-ce qui peut se passer entre l'instant où, jusqu'à l'instant T où le matériel était en bon fonctionnement et à l'instant T plus d'état T. Donc, c'est l'intersection des deux événements, T plus d'état T, où le matériel va présenter une certaine défaillance. Donc, on est abouti en fait à définir la fonction f de t, c'est-à-dire la fonction de défaillance. C'est le complément à 1 de la fonction de fiabilité. C'est-à-dire que si vous avez certaines probabilités de fiabilité, ça veut dire qu'en contrepartie, vous avez une note à 100%. Donc, on complète à 100% pour trouver la probabilité de défaillance, sachant que la somme des deux est égale à 1. Donc, la fonction de fiabilité plus la fonction de défaillance, d'accord, numériquement, ceci est égal, leur somme est égale à 1. Ensuite, on essaie de retrouver la définition du taux de défaillance comme étant la vitesse d'évolution de cette défaillance au cours du temps. Donc, si nous calculons la
si vous voulez, l'évolution de la fonction de fiabilité entre t et plus de t daté rapporté à la fonction de défaillance R de t à l'instant t, d'accord, et qu'on mesure cette quantité sur un intervalle de temps d'état t donné. Donc là, on remarque que finalement, R de t moins R de t plus d'état t sur d'état t, plus d'état t sur d'état t, c'est en quelque sorte la dérivée, hein, c'est la dérivée par rapport au temps de la fonction de fiabilité, qui a été donc reportée par rapport à la fonction R de t. Donc à ce moment-là, on peut écrire que nous avons ici lambda de t fois R de t, est égal directement à R de t moins R de t plus d'état t sur d'état t, qui est donc R' de t. Donc là, on va voir exactement donc, lambda de t fois R de t donc, est égal à donc ici, donc ça va être égal à R' de t. Sauf que ici, c'est inversé. Donc, c'est moins R' de t. Donc, quand on remet tout, voilà, c'est égal à moins R' de t. Donc, quand on met donc, tout sur le membre de gauche, donc on va retrouver l'équation différentielle de premier ordre en fonction de la fonction R de t. Donc, la solution d'une telle équation différentielle, elle est de cette forme. Donc, c'est R de t est égal à exponentielle moins l'intégrale de 0 à t de lambda de t. Donc, cette fonction-là, la fonction de défaillance, la fonction de défaillance, plutôt le taux, pardon, ici, le taux de défaillance variable dans le temps, d'accord, dt. Et f de t, c'est donc tout simplement 1 moins R de t. Donc là, on s'aperçoit que si effectivement nous avons lambda égale constante, donc là, on peut dire que finalement, cette intégrale-là se résout à R de t égale exponentielle moins lambda, puisque c'est une constante, c'est le taux de défaillance, fois le temps t, jusqu'à l'instant t. Et f de t, bien sûr, c'est 1 moins R de t. Donc à ce moment-là, si lambda est constant, on dit que la loi de répartition des défaillances suit une loi exponentielle. Bien que la fiabilité R de t suit une loi exponentielle. Nous sommes dans le cas d'une fiabilité, d'événements où les défaillances en général suivent une fonction, une loi exponentielle. Bien sûr, ici, si lambda est toujours constant dans l'intervalle considéré, donc on va avoir t, plutôt ici, si nous considérons un intervalle de temps bien spécifique, c'est-à-dire que nous savons que si lambda est constant, le MTBF, c'est l'inverse du taux de défaillance, lambda. Et donc, si nous considérons jusqu'à l'intervalle complet d'une moyenne, on aura donc exponentielle moins lambda fois 1 sur lambda, qui est égal à exponentielle moins 1. Ou bien exponentielle moins MTBF multiplié par, multiplié par 1 sur MTBF, donc ceci est égal à exponentielle moins 1. Or, exponentielle moins 1, c'est égal à 0,36, c'est-à-dire à peu près 37% de fiabilité lorsque le matériel aura fonctionné pendant sa moyenne de temps de bon fonctionnement. Donc là, c'est tout simplement une loi mathématique qui a été donc tout à partir avec laquelle nous avons pu évaluer la fonction de fiabilité lorsque, bien sûr, les phénomènes vont suivre une loi exponentielle. Okay? C'est-à-dire que lambda, en fait, de quantité constante. Mais on peut très bien aussi imaginer, en allant un peu plus loin, on va essayer de réfléchir sur la question où, si jamais, par exemple, je suis dans le cas où nous avons un bien matériel, donc c'est un ensemble. Donc, si nous avons un ensemble et que cet ensemble-là, j'ai un problème. Est constitué de plusieurs modules. Donc là, on va supposer que nous avons plusieurs modules. Hein. Par exemple, une imprimante, elle a plusieurs pièces qui sont montées l'une à côté de l'autre. Hein. Donc il y a l'alimentation, il y a donc ça c'est le bien en général.
c'est le matériel en général. Et ce matériel, bon, il y a donc des modules qui constituent ce matériel. Ces modules donc, sont montés en série pour pouvoir assurer une certaine fonction requise, c'est-à-dire une fonction qui a été demandée. Et donc, il y a le module A, l'alimentation par exemple. Le module B, c'est le refroidissement. Le module C, c'est la protection. Le module D, c'est l'entrée de enfin, le module D, module E, c'est l'entrée de la matière première, surveillance, etc. Et en fin de compte, on va sortir avec un produit final. Donc, ça, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie. Donc là, on peut considérer que dans le processus de fonctionnement, donc dans la conception de mon bien matériel, donc le bien matériel ici global, par exemple, un appareil électronique, photocopieuse, ou, par exemple, un système d'éclairage, n'importe quoi, est constitué de plusieurs modules, et que ici on voit bien que les modules sont connectés en série. C'est-à-dire que en fait, il y a une chaîne qui a été constatée ici. Donc, il y a une chaîne qui va relier les divers modules, les divers composants, on peut dire aussi composants, ou bien les divers éléments qui constituent justement ce bien. Okay. Donc là, ces éléments, bien ces composants sont des quantités qui ont été construites à part et qui ont été montées. Là, c'est juste pour dire que c'est quand pour les résistances, nous avons un enchaînement en série des modules. C'est-à-dire la connexion entre les différents composants, bien éléments, sont montés en série. Donc là, bien sûr, vous avez entre l'entrée et la sortie, il y a la mise en série de plusieurs modules, mais chaque module est différent de l'autre en général. Et donc, chaque module va avoir sa propre fonction de fiabilité, sa propre fiabilité dans le temps. Et aussi, si vous êtes dans le cas où vous avez lambda est constant, donc il a aussi son propre temps de défaillance. Par exemple, ici, pour l'élément, bien le composant A, nous avons la fiabilité A, RA, et un taux de défaillance lambda A. Pour B, c'est RB et lambda B, pour C, etc. Et donc, tous ces éléments-là sont en série. Alors, la fonction de fiabilité de l'ensemble, c'est-à-dire de l'ensemble de la mise en série, en fait, c'est le produit de toutes les fonctions de fiabilité. Donc, nous avons RS égale RA fois RP fois RC, etc. Effectivement, parce que si, là, tous les éléments dépendent l'un des autres. Hein. Si, par exemple, celui-là, il est complètement défaillant, il est pratiquement défaillant à 100%. Hein. Il est à 100% défaillant. Donc, ça veut dire que pratiquement, celui-là n'assure plus sa fonction. Donc, il est tout à fait normal que la fonction, la fiabilité de l'ensemble est égale à zéro, parce que celui-là est égal à zéro. Et donc, finalement, ils dépendent du produit de l'un par rapport aux autres, produit des uns par rapport aux autres. Donc, effectivement, si l'un des éléments est égal à zéro, le produit global est égal à zéro. Donc là, effectivement, on trouve que la fonction de fiabilité, c'est le produit des fiabilités. Alors, si tous les composants présents sont identiques, sont semblables, et ils ont la même, au niveau de la conception de la fabrication, ils ont la même fiabilité R, d'accord? Donc, à ce moment-là, on comprend très bien que la fiabilité de la résultante, d'accord, de la mise en série de plusieurs modules, c'est R de la puissance 1. Alors, si le taux de défaillance, maintenant, ils sont constants, donc là, il faut calculer, par exemple, pour chacun, donc là, on sait très bien que, par exemple, la fonction de fiabilité R de A, donc d'après, euh, si les taux de défaillance sont constants, d'accord, donc d'après la solution de l'équation différentielle, normalement, il faut passer par une intégrale qui va suivre l'évolution de lambda t en fonction du temps. Donc, il faut que vous ayez comment varie
cette lambda, cette taux de défaillance dans le temps. Ensuite, on fait une intégrale entre 0 et l'instant t, d'accord? Et avec ce calcul de la solution, on va trouver la fonction de fiabilité. Mais les choses, dans le cas où nous sommes dans le cas où la fonction de fiabilité suit une loi exponentielle, à ce moment-là, le coefficient lambda devient constant. Alors, s'il devient constant, la solution, donc, c'est celle-ci. Hein. Ça veut dire que R de t est égal à exponentielle moins lambda t, et lambda t, donc, ce sera une constante, donc c'est caractéristique du bien donc, pendant la phase d'exploitation de maturité du bien. Alors, à ce moment-là, RA, par exemple, RA ici, sera égal à exponentielle moins lambda A t. Le B, donc pour le B, c'est exponentiel, puisque lambda B sera considéré comme étant constant. Donc, sera égal à exponentielle moins lambda B t. Etc. jusqu'à l'élément numéro 1. OK? Donc, à ce moment-là, nous avons la fonction de fiabilité qui va s'écrire de cette façon. Or, au niveau de la fonction exponentielle, à partir du moment où vous avez lambda A, lambda B, lambda C qui sont des constantes, donc on peut faire un calcul ici. Donc, on peut mettre en facteur. Et donc, c'est comme si nous avons exponentielle moins la somme des taux de défaillance et moins fois t. Donc, c'est exponentielle moins la somme fois t. Or, la somme, c'est en quelque sorte, c'est le taux de défaillance équivalent, hein, d'accord? Le taux de défaillance, c'est comme si on avait écrit ici, je ne sais pas si c'est clair. Hein. Ici, c'est exponentielle moins lambda S, donc lambda S, t. C'est-à-dire que lambda S, c'est en fait le taux de défaillance équivalent. Or, ici, on voit très bien que le taux de défaillance équivalent, c'est la somme. D'accord? La somme, c'est lambda A plus lambda B plus lambda C, etc. Et de plus, tous les lambda I sont constants, c'est-à-dire lambda est constant, etc. Donc, leur somme est aussi constante. Donc, on peut trouver la MTBF, le MTBF, la moyenne des temps de bon fonctionnement, la MTBF, de l'ensemble de la mise en série. Donc, ce sera égal à 1 sur lambda S. Donc, ici, c'est 1 sur lambda S. Okay? Avec lambda S, c'est égal à la somme. Donc, conclusion, si lambda est constant, MTBF est égal. D'abord, le taux de défaillance équivalent, c'est la somme des taux de défaillance. Et la moyenne des temps de bon fonctionnement, c'est tout simplement l'inverse de lambda S, donc le taux de défaillance équivalent. De plus, bon, si on veut piocher un peu plus loin, un peu plus, donc si en plus les composants sont identiques, donc ils sont égales à lambda, donc là on retrouve RS, effectivement c'est exponentielle moins n fois lambda fois t, et donc le lambda équivalent en fait c'est combien? Le lambda équivalent c'est tout simplement de la mise en série, d'accord? C'est tout simplement ici n fois lambda. OK? Donc, c'est n fois lambda, puisque lambda, c'est le même partout. Donc, le MTBF, la mise en série de n composants, c'est tout simplement 1 sur n lambda. Bon, je viens juste ici pour se souvenir de quelque chose qui est numériquement qui est logique. Donc, si on multiplie deux nombres qui sont inférieurs à 1, d'accord? Donc, normalement, le produit de ces deux nombres est inférieur au plus petit des deux. OK? Donc, ça veut dire que si vous avez. Voilà, donc c'est ça. Hein. Si vous faites, je ne sais pas moi, le produit de 0, on va dire par exemple 0,6 fois 0,7, à la limite. Hein. À la limite, on va agrandir un peu. C'est 0,42. Ça veut dire que le produit est plus petit que 0,6. Okay? Donc, ceci est normal parce que
Si celui-là, il a déjà un taux de défaillance qui n'est pas égal à 1, d'accord? Le suivant, il a un taux de défaillance, bien une fonction de fiabilité qui n'est pas exactement égale à 100%, d'accord? Donc, le produit, c'est la probabilité que il y a certainement, ça veut dire que vous augmentez en fait la probabilité d'avoir une défaillance. Autrement dit, nous diminuons le, la fonction de la fiabilité du système globalement au cours du temps. Sa fiabilité, pourquoi? Parce que le système, il va dépendre à la fois, en même temps, de A et de B. C'est la fonction de fiabilité de A et la fonction de la fiabilité. Mathématiquement, cela résulte de la baisse globale de la fiabilité du système. Et donc, plus nous avons d'éléments, et plus la fiabilité, généralement, va diminuer selon une loi, on va dire, de la loi du produit. Hein. C'est une loi, pratiquement une loi géométrique, on va dire, et non pas une loi arithmétique. Et là, on retrouve bien sûr, si les composants sont identiques, là, on voit bien que la fonction R de n est plus petite que la fonction R de n'importe quel I. Donc là, le MTBF aussi, donc là, il va diminuer, bien sûr, okay, puisqu'ici, le taux de défaillance, il va augmenter à partir du moment où il sera composé de la somme de tous les taux de défaillance. Donc, leur inverse est plus petit que la moyenne des termes de fonctionnement d'un composant qui a été pris séparément. Là, nous avons tout simplement la fonction qui a été donnée pour des ensembles disons, qui sont identiques. Hein. Okay. Identique, donc il va présenter un taux de défaillance qu'on va noter ici, lambda, donc le MTBF de l'ensemble, c'est 1 sur n fois lambda. Et la fonction de fiabilité, c'est donc exponentielle moins n fois lambda. Par exemple, ici, nous avons un poste, pour l'exemple qui est un peu classique, on va dire. Donc, vous avez un poste radio qui est constitué de 4 éléments en série. Donc, ces 4 éléments-là, on dit que ces 4 éléments-là sont montés en série. Donc, ils sont montés en série. Donc, une alimentation, un ampli, un haut-parleur, etc. Bon, chaque composant ici, on lui affecte une fiabilité R. Voilà, une fiabilité R. Donc, RA égale 0,95, RB, RC et RD. Donc là, on cherche la fiabilité de l'ensemble, sachant que ces modules-là sont connectés en série. Donc là, vous avez du 0,95, 92, 97, 89. Donc la fiabilité de l'ensemble sera inférieure à 0,89. Hein, donc c'est le produit, puisqu'ils sont montés en série, de fiabilité. Donc là, on trouve avec une fiabilité de 75% environ. Là, nous avons par exemple une imprimante avec 2 bicomposants montés en série, on va supposer qu'ils sont montés en série, et que ces composants présentent la même fiabilité. Donc là, au niveau, quand nous avons affaire à des cas où nous avons la théorie des grands nombres, donc au niveau de la théorie des grands nombres, il faut essayer d'augmenter la précision des calculs pour ne pas pour avoir un bon résultat à la fin. C'est-à-dire pour ne pas avoir des résultats qui sont trop approximatifs. Par exemple, ici, nous avons donné, là, si on donne une fiabilité très élevée, bon, disons qu'on va respecter ce qu'ils ont dit ici. Bon, ils disent que la fiabilité, c'est pratiquement du 9, 9, 9, 9. Donc, c'est 0, 9, 9, 9, 9. Okay. Donc, à 10 puissance moins 4 près, hein, proche de 1. Donc, on vous demande de déterminer la fiabilité de l'appareil. OK? Donc là, déterminer la fiabilité de l'appareil, donc là, voilà, donc c'est R par rapport à l'ensemble, c'est R donc nous avons 2000 composants. Chaque composant, bon, donc ils ont essayé de donner le maximum de précision
concernant la fiabilité de chacun d'un seul élément. Donc, c'est R à la puissance, le nombre de composants, c'est-à-dire R à la puissance 2000. Donc, si on fait ce calcul, on trouve, bon, on va essayer de tourner à 4 chiffres après la virgule, c'est-à-dire à peu près 82%. C'est que si vous incluez ces composants avec 10,4, hein, près de 0,9999, okay, l'ensemble de la machine, elle aura une fiabilité de 82%. Donc, elle a 82%, voilà, 80 chances sur 100 de fonctionner de façon assez correcte. Alors, si bien sûr on divise par 2 le nombre de composants, bon, la fiabilité va monter jusqu'à 90,5%. Donc, vous allez gagner 8,5%. Il faut diminuer tous les composants pratiquement de moitié. Alors, on va utiliser les mêmes composants avec la même fiabilité, mais on veut avoir une fiabilité globale, hein, globale de 0,9, on va dire, de 90%, toujours avec les demi-composants. D'accord. Quelle est donc la fiabilité que doit avoir chaque composant? Donc là, il faut inverser. Donc là, nous avons RS, c'est R à la puissance 2000, R égale à 0,9, donc 90%, égale R à la puissance 2000 composants. Donc R, c'est la fiabilité qu'on cherche, qu'on recherche. Donc là, on va prendre le logarithme à gauche et à droite. Donc, le logarithme de 0,9 est égal à 2000 fois le logarithme de R. Et donc, R égale 0,99945. Donc, il faudrait avoir la possibilité de mesurer, de quantifier la fiabilité jusqu'à ce degré de précision. Donc, par rapport à tout à l'heure, on a ajouté pratiquement une petite poussière, hein, pour 4, 5, 45, après le 0,999 pour avoir une fiabilité de l'ordre de 90%. Donc ici, vous avez, voilà, donc, vous avez un dispositif qui est composé de 5 composants qui sont montés en série avec les MTBF, donc c'est-à-dire ici, c'est les MTBF. Hein, okay. Bon, ça c'est la réponse, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Donc là, bon, la réponse, elle est donnée, hein, mais on peut calculer facilement. Il suffit tout simplement d'avoir les taux de défaillance pour chacun. Donc là, vous avez 1 sur 9540 pour le A. Pour le B, c'est 1 sur 15550. Pour le C, etc. Et ensuite, vous avez donc ici, voilà, donc, FTPF, c'est 1 sur lambda. Donc là, nous avons le lambda de l'ensemble, c'est la somme des taux de défaillance. Et le MTBF, donc là, ce qui était posé. Voilà. Donc là, voilà, tout simplement, il faut calculer le lambda, OK? Et ensuite, vous avez ici, lambda. Ensuite, nous avons, donc supposons que nous avons ici lambda S. On va dire, c'est pas moi. Donc c'est 1 divisé par 9,540. C'est le premier. Ensuite, plus, voilà, et donc il faut avoir 1 sur, voilà, etc., plus 1 sur 11 200, 1 sur 2600. Pratiquement ici, c'est lambda S. Hein. Bon, c'est lambda S.
Ensuite, vous avez le temps t, ici, qui est demandé galamide. Donc, t égale 1. À condition que les chiffres qu'on utilise ici, les chiffres qu'on utilise ici, par exemple ici, 15 500, 15 220, soient en heures. Donc ici, vous avez des heures et là, vous avez des heures. Donc on va conserver la même unité qui est l'heure. Donc à ce moment-là, on va calculer. Donc ça sera égal à exponentielle. Donc R est égal à exponentielle moins lambda S moins lambda S fois 1000. Normalement, on va trouver la fiabilité pour cet ensemble-là pour une durée de 2000 heures. Voilà. Alors, pour le système en parallèle, donc là, pour le système en parallèle, donc c'est de façon le raisonnement est analogue au cas où vous avez des ensembles en série. C'est-à-dire que vous avez ici un système avec une entrée et une sortie, et les modules qui constituent ce système, ils sont plutôt mis en parallèle. D'accord. Donc, généralement, ça, la mise en parallèle, soit c'est quelque chose qui est qui fait partie du système, c'est-à-dire que la conception du système, euh, elle est faite comme ça, ou bien généralement, volontairement, on va placer deux composants, si les composants, par exemple, sont identiques, en parallèle. Donc, si, par exemple, vous avez le A et le B sont montés en parallèle, et que le A et le B, c'est exactement le même module que A, le même module, on va le répéter, on va le mettre en parallèle. On fait cette opération dans le cas où nous faisons une redondance. Par exemple, si vous mettez des choses en parallèle, donc on va faire ici une redondance des composants. Alors, la redondance des composants, c'est pour augmenter, c'est augmenter la fiabilité. Augmenter la fiabilité généralement, sans le savoir, mais en réalité, au niveau de la maintenance, au niveau mathématique, si vous voulez, on augmente la notion, la probabilité, la notion de fonction de fiabilité. Mais généralement, on vous dit, voilà, dans le monde industriel, si vous faites une redondance de composants, vous augmentez la sécurité. C'est-à-dire que si l'un des composants tombe en panne, le deuxième va prendre le relais. OK? D'accord. Donc, ça, c'est pour ça qu'on répète, le composant va dédoubler et on le met en parallèle. Si le B tombe en panne, le A fonctionne généralement, probablement, il fonctionne bien. OK? Ou bien dans le temps, il se pourrait que A tombe en panne, mais que généralement aussi B ne tombe pas en panne exactement au même moment, donc B va continuer à fonctionner. Donc dans l'ensemble, entre l'entrée et la sortie, la fonction requise, elle est assurée. Donc là, généralement, donc on peut placer soit volontairement des composants qui sont donc redondants ou bien qui sont mis en parallèle. Alors là, au lieu de raisonner sur la fiabilité, faut raisonner sur la notion de défaillance, fonction de défaillance. Donc la fonction de défaillance associée, donc là pour chaque composant, nous avons chaque composant, donc il est caractérisé par la fonction de défaillance ici, 1 moins la fonction de fiabilité. Donc c'est 1 moins RI. Où chaque I donc, représente la fonction de fiabilité. Donc la probabilité, donc là c'est la même chose, hein, c'est qu'il faudrait que tous tombent en panne en fait. Hein. C'est que tous les composants, pour avoir 0, donc il faut que tous les composants vont présenter une fonction de défaillance égale à 1. Donc on va raisonner sur la fonction de défaillance de l'ensemble. Donc la fonction de défaillance des n composants parallèles est égale au produit des fonctions de défaillance entre eux. Ça veut dire que f de 1, f de 2, etc. Donc, le produit, c'est f1 fois f2 fois f1 pour avoir la fonction de défaillance du système mis en parallèle.
Or, F1, c'est égal à 1 moins R1, etc. Donc là, vous pouvez, on peut ici détailler les calculs, hein, parce que là, vous allez avoir, voilà, donc ici, c'est le produit. Le produit, donc là, c'est la fonction, la fonction, c'est 1 moins tout ce produit-là. Donc, on va avoir, en fait, c'est RS égal à 1 moins le produit qu'on vient de calculer ici. C'est 1 moins ce produit. Bien. Donc là, il faut se souvenir tout simplement que la fonction de défaillance, c'est 1 moins la fonction de fiabilité. Donc, quand on a un système qui est en parallèle, donc il faut chercher surtout la notion de la fonction de défaillance, qui sera donc le produit en fait, des défaillances. Parce que il faudrait que celui-là va présenter des défaillances, etc. Le A, le 1, le 1, le 2, le 3, bien le A, le B, le C, jusqu'à la fonction N. Il faut que tout le monde présente une défaillance pour avoir pratiquement une défaillance égale à 1. Donc, la fonction donc là, on l'a retrouvée à partir de la fonction f de s. Donc, ici, c'est tout simplement f de s égale 1 moins f de s. Maintenant, juste la remarque, pour pouvoir la retenir, donc là, R de S, donc nous sommes ici, mais ici, c'est quoi? C'est 1 moins R, 1 moins 1 R. Donc, c'est pratiquement 1 moins R si les composants sont identiques à la puissance n. Donc, c'est 1 moins R à la puissance n. D'accord? Donc, ça veut dire que RS, c'est 1 moins R à la puissance n. Donc, c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc, c'est 1 moins R à la puissance n, sachant que R, c'est l'ensemble des systèmes, des composants mis en parallèle, sachant que R, c'est la fonction de fiabilité, c'est la fiabilité d'un des composants qui est monté en parallèle. Je termine ici juste par dire la remarque suivante, c'est que quand pour les résistances, on peut avoir des groupements séries parallèles. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici, voilà, donc des trucs séries parallèles, par exemple, regardez l'espace. Donc, on peut avoir, par exemple, un système. Nous avons, par exemple, 2 modules qui sont en série. Et voilà, bien 3 modules qui sont en série. Et avec, en parallèle, par exemple ici. Donc là, le système il est constitué, par exemple, de 3 groupements en série, en parallèle avec 2 groupements en série. Donc là, il faut chercher donc là, vous avez l'entrée, la sortie, ici. La sortie. Donc, nous avons par exemple ici le A, le B, le C, voilà. Donc, nous avons ici l'association. Par exemple, ici, c'est le... bon, sinon, c'est comme ça. Nous avons par exemple ici le A, le B, C. Donc, A, B, C sont en série. Le D et le E, ils sont en série aussi. Donc là, bon, il faut calculer la fiabilité de A, B, C en série. Donc, c'est en fait, c'est le produit des fiabilités des 3 composants. Ensuite, il faut calculer la fiabilité de D et de E, c'est le produit des 2. Ensuite, il faut calculer la fonction de défaillance de voilà, la branche qui est située au-dessus et la branche qui est située en dessous. Okay. Et donc, la fonction de défaillance, c'est la fonction de défaillance des 2 modules, des 2 groupes mis en parallèle. Okay. Une fois qu'on a calculé ça, bon, on fait 1 moins la fonction de défaillance, on retrouve la fiabilité
de ce système de façon globale. Je ne sais pas si c'est clair. C'est comme s'il faut calculer d'abord, attendez, parce que là, c'est un peu... Donc là, il faut calculer ici, par exemple, la fiabilité carrément, la fiabilité équivalente. Il faut calculer ici la fiabilité équivalente. Donc, par exemple, ici, vous avez fiabilité R1. Et ensuite, là, nous avons une fiabilité R2. Donc, nous avons R1 en parallèle avec R2. Donc, il faut calculer sur le produit. Donc, c'est 1 moins. Donc, là, on a vu. Donc, c'est 1 moins R1 multiplié par 1 moins R2. Voilà, tout simplement. Donc, 1 moins R de la première, équivalente, multiplié par 1 moins R2. Donc, ceci, qu'est-ce qui va me donner? Ceci va me donner la fonction de fiabilité de défaillance des deux systèmes mis en parallèle, ça, des groupements en parallèle. Okay. Et une fois que vous avez la fonction de défaillance, tout simplement, il faut prendre 1 moins ça, et on aura la fonction de fiabilité de l'ensemble. Et de 3, ici, 3 avec 2 en parallèle, et 3 en série et 2 en série, les deux en parallèle. Okay. C'est comme le jeu de résistance. Bon, je sais pas, on a atteint ici 1 heure. J'aurais aimé avancer un peu plus, mais quand je n'ai pas de retour précédent, je vais juste lancer ça. Bon, c'est pas... Là, nous avons un exemple. On va terminer peut-être en 7 minutes. Donc là, nous avons un exemple où, par exemple, d'un atelier, d'accord? Donc, le service de maintenance décide d'étudier dans un atelier ou autre la fiabilité de ces éléments en vue d'instaurer une action de maintenance préventive systématique les concernant. Alors, maintenance préventive systématique, donc c'est à la fin, il faut sortir avec une période T, dans laquelle donc, on va effectuer des maintenances, donc des sorties, des actions de maintenance avec un certain échéancier, c'est-à-dire selon un certain calendrier, et puis voilà, avec une certaine fréquence, donc après une certaine durée. Donc cette durée-là, c'est tout simplement la période. Okay? Et cette maintenance-là, elle est effectuée de façon systématique, c'est-à-dire que sans tenir compte de l'état dans lequel se trouve actuellement, au moment plutôt de l'action de la maintenance, euh, ça ne dépend pas de l'état actuel du matériel. Donc, on fait tout simplement une action de maintenance sans contrôle. Alors, cette entreprise, elle possède apparemment 14 machines d'insertion automatique de composants électroniques. Donc là, on peut penser que, bon, peu importe, si on n'a pas besoin 14 machines d'insertion automatique. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons 14 machines. Donc là, on va considérer en fait ici, il faut, voilà. C'est-à-dire comment interpréter ici? Là, nous avons 14 machines, mais en fait, nous étudions le système de façon globale. Nous étudions en fait si vous voulez, la notion de la défaillance, ou bien la maintenance, comment expliquer ça? C'est-à-dire, ici, la notion de taux de défaillance, c'est en fait pour l'ensemble des 14 machines. D'accord? Donc là, nous n'avons pas, ici, nous ne caractérisons pas les machines individuellement. Voilà, c'est ça. Ce n'était pas individuellement, mais de l'ensemble. On regarde finalement le comportement de l'ensemble de ces 14 machines. Mais simplement, nous savons qu'il y a 14 machines qui sont séparées l'une de l'autre, mais fonctionnent, disons, en même temps. Okay? Bien.
D'après le tableau, déjà quand elle fonctionne, on sait 14 machines, là, on voit bien qu'on va aller, donc, durant l'étude qu'ils ont menée, elle va aller de 0 jusqu'à 750 heures. Okay. Donc là, l'étude, bien sûr, il y a l'étude, il y a le suivi qui sera fait. Donc, on va continuer pendant 5 minutes. 16 heures, juste pour faire une. Donc, là, comme c'est une étude, bon, on va prendre des tranches d'heures de 150 heures. Okay. Donc, dans chaque tranche, on va faire une étude, en fait. On va faire une analyse sur l'ensemble de ces 14 machines, tout simplement. Donc là, je répète, nous n'étudions pas chaque machine séparément, hein, ses caractéristiques, etc. Nous savons que ce sont des machines d'insertion des composants électroniques sur une carte électronique, etc. Bon. Mais nous essayons de comprendre les performances de l'ensemble. Pour cela, nous avons choisi un intervalle de temps de 750 heures et chaque intervalle de temps, plutôt une durée totale de 750 heures, et les intervalles choisis sont égales à 150 heures. Là, on voudrait calculer le taux de défaillance, dans chacun des intervalles. Voilà. Donc ici, vous avez un intervalle de 150 heures, 150, 150, 150, 150. Okay. Donc là, nous avons pratiquement 5 intervalles. Okay. Alors, d'après les données qu'ils ont données, donc ça, ce sont des données. Donc là, c'est logique que si nous nous plaçons logiquement, donc entre 0 et 150, donc là, je vais peut-être faire juste... Ça prend 5 minutes, hein, c'est très rapide. C'est juste pour bien comprendre comment on procède, hein, tout simplement. Là, je n'ai pas de... Si, il y a un crayon. C'est la mise en évidence. Normalement, c'est une flèche ou une ligne. Donc là, par exemple, le premier intervalle, donc ici le premier intervalle, là, okay, le premier intervalle, on va regarder surtout ce qui se passe au début, donc au début de l'intervalle. Okay. Donc c'est logique d'avoir 14 machines en fonctionnement. C'est que au début de l'intervalle, donc ici même, nous avons 14 machines. Parce que ce sont les machines qui vont commencer à travailler. Donc, c'est tout à fait normal que le nombre de matériel en service au début, donc si au début de l'intervalle, soit égal à 14 machines. Ça, c'est logique. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que entre 150 et 300, entre 150 et 300, justement, nous avons constaté au début de cet intervalle 13 machines en fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'intervalle précédent, c'est-à-dire ici, nous avons eu une défaillance. Donc, une machine qui est défaillante. Bien. Ensuite, entre 300 et 450, nous allons travailler, dès que l'intervalle commence, nous sommes en présence de 11 machines qui sont en fonction. Nous avons eu, en fait, 3 défaillances. Okay. Entre 450 et 600, donc nous avons commencé l'intervalle avec 7 machines. Donc là, nous sommes en présence de matériel non réparable. C'est-à-dire que les matériels ne sont pas réparés à chaque fois et remis. Donc là, on voit bien que, par exemple, entre 300 et 450, lui, il travaille avec 11, parce qu'il y a eu des défaillances auparavant. Ensuite, entre 450 et 600, nous avons 7 machines qui fonctionnent. Okay. Donc, il y a eu un certain nombre. Hein. 7 sur 14, ça fait 7. Hein. C'est 4 plus 2 plus 1. Bon. Ensuite, pour 600 et 750, nous avons l'intervalle, il a continué à fonctionner avec deux machines. Ça veut dire qu'en total, il y a eu 12 machines qui sont tombées en panne. Alors, là, cette situation-là, on va la retrouver assez rapidement dans le tableau qui vient en fait, dans
dans la ligne qui va suivre. C'est-à-dire ici le nombre de matériel pendant le delta T. C'est-à-dire que quand j'arrive à 150 heures, j'ai observé une machine défaillante. OK? Ensuite, entre 150 et 300, j'ai constaté quand même deux machines. C'est deux entre 150 et 300. C'est trois entre 0 et 300, d'accord? Mais c'est deux entre 150. En fait, c'est la différence. Hein. Donc, c'est 13 moins 14, c'est 1. 11 moins 13, ça fait 2. 7 moins 11, ça fait bien 4. Ensuite, 2 moins 7, 7. Plutôt 7 moins 2, ça fait 5. Okay. Et donc, 2. Donc là, le nombre de défaillances pendant ici, c'est 2. Donc là, pratiquement, vous avez ici une défaillance à la fin, 2 défaillances à la fin, 4 défaillances à la fin, et 5 défaillances, ça fait 9, 10, 11, 12. Et à la fin, nous avons eu 2 défaillances. C'est-à-dire que pratiquement, le système est à l'arrêt complet. Okay? Puisqu'ici, ils ont dit qu'ils ont mis donc 2 défaillances. Bien. Maintenant, le taux de défaillance, c'est le temps de bon fonctionnement. OK? Voilà, c'est le nombre, ici, le taux de défaillance, comme vous allez calculer. C'est 1 sur delta T ici. L'intervalle, c'est 150 heures. D'accord? C'est en heures ici. Et donc là, nous avons ici combien il y a eu de défaillance. Donc là, c'est il faut calculer donc 150. OK? Le taux de défaillance. Donc, nous avons eu une seule défaillance. Donc c'est de 14 machines. Au départ, il y a eu une seule défaillance. Donc, c'est 14 fois 150, c'est-à-dire 2100. C'est 2100 heures machine. OK? C'est 2100 heures machine. C'est important de comprendre. Pourquoi? Parce que ici, je vais le prendre juste ici. Ah, peut-être, bon, là, je peux quitter. Hein. Bon. Là, il ne veut pas annuler, apparemment. Bon, pour le calcul, il faut calculer, donc en fait, c'est 1, ou lambda, dans l'intervalle qui a été choisi. Donc, c'est 1 divisé par le nombre de machines en fonctionnement fois delta T. Pourquoi? Parce que il y a, par exemple, ici, il y a eu 14 machines. OK, 14 machines. Ces 14 machines, elles ont fonctionné pendant 150. C'est que la première machine, chaque machine, elle a fonctionné pendant 150. Donc ici, c'est comme si nous avons en fait, comment dirais-je, chaque machine a fonctionné pendant 150 heures. Okay. Donc c'est toutes les machines qui participent en fait. Okay. Et donc c'est ce qu'on appelle ici le nombre d'heures machine. Heures machine. Bon, parce que l'unité ici, c'est des heures. Donc là, on aura par exemple des heures machine. Et c'est un peu logique. Hein? Parce que toutes les machines, elles ont fonctionné. Il n'y a pas une qui s'est arrêtée. Et chaque machine, je l'ai utilisée, je l'ai analysée pendant 150 heures. Donc finalement, j'ai pris un volume de chaque machine pendant 150 heures. Et il y en a 14. Donc finalement, l'usine, elle a fonctionné avec 14 machines pendant 150 heures. Okay. Donc je cherche le taux de défaillance. Comme il y a eu ici, au départ, quand même, il y a eu une seule. Parce que entre le premier et le deuxième, je passe de 14 à 13.
La différence, c'est 1. Ça veut dire qu'entre-temps, quand le premier intervalle s'est terminé, j'ai constaté, j'ai perdu une machine. La voici. Je cherche entre 0 et 150, quel est le taux de défaillance? Le taux de défaillance delta T exprimé en défaillance par heure. Donc, il sera égal à 1. 1. Donc là, je vais continuer, hein, si les gens sont intéressés. Non, il veut pas. Ah oui, je suis en. Okay. Donc, ce sera égal à 1 divisé par. Il y a eu 14 machines qui ont été mises en service, hein, au départ. C'est celle-ci en concurrence. Okay? Fois, il faut chaque machine, elle a fonctionné pendant 150 heures. Parce que moi, je n'étudie pas ici. Pourquoi je prends 14 et 150? Pourquoi? Parce que je n'étudie pas une seule machine, j'étudie l'ensemble. Là, je prends 14 comme étant un ensemble. Et comme l'étude a commencé exactement à l'instant t égale 0, donc je prends 14. Okay? Bien. Maintenant, le deuxième, bon, c'est. Donc, il y a eu combien? Il y a eu deux défaillances qui ont été constatées, okay, durant entre les deux, hein, entre 150 et 300, on a constaté qu'il y a eu 2. Parce qu'à la fin, on s'est retrouvé avec 11. Donc, c'est vrai qu'il y a eu 11, il y a eu 2. Mais combien y a-t-il eu de machines tout à fait au départ? Donc, tout à fait au départ, ici à gauche, nous avons 13 et non pas 14. Parce que ça, donc là, si je fais par exemple, je ne sais pas si les gens suivent. Donc là, je vais faire 1 divisé par, au départ, j'ai eu 13. OK. Fois 150. 150. Mais ici, pardon, ce n'est pas 1. Là, je vais regarder mon fichier. Combien j'ai de défaillances? J'ai 2 défaillances. Donc là, en fait, c'est 2. Là, c'est 2. Donc, 2 défaillances par rapport aux 13 machines qui ont fonctionné pendant 150. Moi, je pense que c'est assez simple. Mais juste faire, donc là, vous avez donc 13 fois 150. Inverse. Voilà. Donc là, si je multiplie par 10 puissance 4, donc on aura donc 10 000. C'est 10,25 10 puissance 4. Donc c'est 10,3 10 puissance moins 4. Et 10 puissance 3. Pour le troisième cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc constaté qu'il y a eu 4 défaillances, okay? Mais nous avons commencé notre étude avec 11 machines, parce que c'est juste un. Donc là, il y a eu un début de 11 machines, avec 150 heures chacune. Et il y a eu 4 défaillances. Donc là, nous avons. OK. Donc nous avons 2,4 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 24,24 10 puissance moins 4. Okay. Pour le cinquième, le quatrième, donc il y a eu combien? Il y a eu donc 5 défaillances avec 7 machines au départ. Donc nous avons 7 fois 150. Et inverse fois 5 défaillances. Donc là, ça fait 47,61 10 puissance moins 4, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? J'espère que c'est clair. Maintenant, dans chaque intervalle, donc là, on a essayé, j'ai mis ici exactement, enfin, exprès, des carreaux pour déterminer donc, les intervalles équivalents à 150 heures, donc de largeur 150 heures, et au milieu de chaque intervalle, donc j'ai reporté les valeurs ici. Par exemple, vous avez c'est 4,8, à peu près 5, 10,4, donc là vous êtes ici. Ensuite, 10, 24,
47 et 66. OK? Donc là, on constate que dans les intervalles que vous avez ici, la courbe lambda de t. Donc ici, il y a juste une remarque. Nous sommes, dans chaque intervalle, on était obligé de prendre l'intervalle comme étant une unité pour nous, une référence. C'est-à-dire que je suppose que, c'est pour ça que j'ai mis ici, voilà, je suppose que mon lambda, il est constant, mais c'est juste entre 150 et 300. Parce qu'entre 300 et 450, ce n'est plus le même lambda. Attention, ce n'est pas la même chose. Mais tant que je suis dans mon intervalle, je peux le considérer comme constant. Mais si je change d'intervalle, il faudrait recalculer. C'est pour ça que j'ai fait ce tableau. Donc, j'ai fait ce tableau où j'ai calculé pour chacun des intervalles, j'ai calculé son taux de dépendance. Et ce qui m'a permis de tracer cette courbe. Donc, en faisant attention à ce que, par exemple, pour bien ne pas oublier, j'ai mis le lambda, la valeur de lambda, au milieu de l'intervalle. Et donc, j'ai passé cette courbe au milieu des points qui sont situés au milieu. Et donc, effectivement, ici, nous avons la courbe qui donne le taux de défaillance lambda en fonction du temps t en heure. Alors, cette courbe, je vais diminuer un peu, et on va terminer juste par cette remarque. Cette courbe met en évidence la période de défaillance précoce, la période de défaillance à taux constant, à taux de défaillance constant, ou bien la période de défaillance par vieillissement, ou bien par usure. Donc ici, la réponse, exactement comme le lambda ici, globalement, il évolue dans le temps, ça veut dire que le taux de défaillance, il y a toujours des défaillances qui ne cessent d'augmenter. Donc la réponse ici, c'est que cette courbe, elle met en évidence la période donc cette courbe, elle met en évidence la période de défaillance par usure ou bien par vieillissement. Okay. Est-ce qu'un changement systématique des droits de préhension suivant une période donnée, est-ce que je dois définir cette politique? Oui, il faut la définir, elle est envisageable. Ici, un changement systématique, c'est-à-dire quoi? Un changement systématique, c'est-à-dire opérer une action de maintenance systématique, préventive systématique. Okay. Bon, ici, c'est un exemple, c'est juste pour dire que bon, toutes les bâchis sont tombés en panne. C'est sûr qu'il faut tout refaire, mais il faut le prendre dans le cas général. Préventif, c'est qu'on ne veut pas tomber, justement, dans le cas où nous avons un arrêt complet, un arrêt total de l'entreprise. Personne ne souhaite ça, bien sûr. Donc, c'est pour ça on fait une étude, parce que ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est une étude préliminaire. Okay. C'est juste pour savoir est-ce que je vais m'inscrire, est-ce que je vais souscrire à une politique de maintenance systématique. Donc là, c'est la réponse. Ici, un changement systématique, maintenance systématique, est envisageable. Il faut penser à effectuer une politique de maintenance préventive systématique. Alors, les droits de prévention, ce sont les droits qui prennent les composants pour les insérer sur la carte. Okay. Suivant une période donnée. Okay. Cette période, comme on l'a vu dans les cours précédents, il faudrait la déterminer parce qu'on ne voit pas. Là, il faut la déterminer de façon par calcul. Ça sera l'objet de la prochaine, de la suite de cet exemple-là, dans la prochaine partie de cet exemple, où il sera question d'étudier la fonction de fiabilité du même exemple. Okay. Et peut-être qu'on pourra, répondre à cette question. Okay. Donc, s'il n'y a pas de questions, on ne va pas prendre plus que ça, parce que normalement, c'est 1h et quelques, 1h10, d'après l'emploi du temps. Donc, s'il y a des questions,